Culture et Arte présente Et maintenant, le festival. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le très beau Studio 104. C'est un plaisir d'ouvrir ce festival Et maintenant avec vous, David Bessis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, ancien élève de l'École normale supérieure. Vous avez été professeur assistant à Yale, puis chercheur au CNRS. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une société spécialisée en intelligence artificielle. Alors vous êtes aussi dans la première sélection du prix de l'essai Et maintenant, pour votre ouvrage passionnant, Mathematica, aux éditions du Seuil, un essai qui déconstruit de nombreux a priori sur les mathématiques. Le lauréat sera d'ailleurs annoncé demain. Nous sommes également avec Tanguy De Wolf, étudiant à Sciences Po. Bonjour Tanguy. Bonjour. Alors, Et maintenant, c'est aussi un questionnaire en ligne qui a récolté les réponses de 82 000 participants. Parmi les questions, il y avait, si vous deviez qualifier notre époque, ce serait, et le mot qui est ressorti, c'est l'incertitude. David Bessis, je rentre dans le vif du sujet. Face à l'incertitude de notre temps, que peuvent les mathématiques ? Déjà, parler d'incertitude, c'est assez optimiste en fait. On a des certitudes, notamment la certitude que le monde tel qu'on le connaît ne peut pas continuer comme ça. Dans l'enquête, il y avait dans les préoccupations le climat, première préoccupation, je crois. Le fait qu'aujourd'hui, on ait compris et soit capable de modéliser que notre présent ne peut pas se projeter dans l'avenir, c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire humaine. Et fondamentalement, c'est notre capacité analytique soutenue par les mathématiques qui nous permet de nous rendre compte que ça ne peut pas continuer. Donc, la question de l'incertitude, c'est déjà en soi une question mathématique, finalement. Alors plus précisément, avec Tanguy, on se demandait quel rôle les mathématiques, et notamment les dernières recherches, peuvent-elles jouer pour contribuer à la résolution de la crise écologique, par exemple, sur cet exemple qui nous préoccupe toutes et tous. Donc les mathématiques ne sont pas... Je ne crois pas que ce soit une science au sens canonique de ce que c'est qu'une science, c'est-à-dire quelque chose qui a un objet d'étude extérieur. On va dire que les mathématiques, c'est la capacité de fabriquer des outils conceptuels pour équiper les sciences, mais aussi notre pensée et aussi tout simplement notre regard sur le monde, notre intuition. Donc là, je reviens à cette question d'incertitude. Il faut bien se rendre compte que parler de climat, c'est déjà utiliser des outils mathématiques. La fameuse différence entre la météo et le climat qui fait que certains climato-sceptiques vont dire « Regardez, il a fait froid cet hiver, donc il n'y a pas de réchauffement ». Pour comprendre que ça ne marche pas comme ça, il faut des outils, des concepts de moyenne, des concepts de théorie de la mesure, des concepts de probabilité. Et ces outils qui nous semblent être de l'outillage universel de la pensée humaine, on a l'impression, parce qu'on comprend ce que c'est qu'une probabilité, que ça fait partie de la langue quotidienne, mais ce n'est pas vrai en fait. Les probabilités, ça a été inventé au XVIIe siècle. Il y a plusieurs manières toujours de raconter l'histoire, mais on va dire que la date qu'on retient généralement pour le début de la théorie des probabilités, c'est un échange de lettres entre Pascal et Fermat au milieu du XVIIe siècle. Donc Blaise Pascal, Pierre de Fermat, deux des plus grands mathématiciens, pas seulement du XVIIe siècle, de l'histoire, qui échangent parce qu'il y a un type qui leur a posé une question sur un problème. Vous connaissez l'histoire, non, peut-être? Ça vaut le coup de la rappeler. Allez-y. Donc c'est imaginer un jeu de hasard, par exemple, pile ou face, mais au lieu de faire juste pile, vous gagnez, face, je gagne, ça se joue en 3 manches. Il faut avoir gagné 3 fois pour gagner. Et donc il y a 2 joueurs qui ont chacun misé. Alors à l'époque c'est des pistoles, mais on peut imaginer que c'est des euros, donc on mise chacun. Et puis la partie est interrompue. Mais au milieu, vous avez par exemple 2 fois eu pile et moi j'ai 1 fois face. Comment on peut répartir les gains? Donc ça, c'était la question qu'ils essayaient de résoudre. Et en fait, ce qui est amusant quand on regarde la conversation entre Fermat et Pascal, à l'époque, c'est qu'ils pataugent, en fait. Alors, Pascal, dans la première lettre, résout correctement le problème dans un cas simple, et après, 2 lettres plus tard, il s'embrouille complètement, et c'est brumeux pour lui. Or, aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est des problèmes intéressants pour des mathématiciens de premier plan. Ça paraît un problème qu'on pourrait poser à l'école. Je ne sais pas si vous savez le résoudre. Vous avez 2 fois eu face, moi j'ai 1 fois pile, comment on répartit les gains, mais vous comprenez bien qu'il y a un truc assez scolaire, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un concept qui n'existait pas, qui était impensable avant que Pascal n'ait l'idée d'inventer les probabilités pour le résoudre.
qui graduellement, en quelques siècles, est devenu quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On a l'impression que ça a toujours été là, le concept de probabilité, mais c'était impensable en fait. Et l'histoire des sciences est jalonnée de ça. Un autre exemple, c'est Newton, qui écrit les lois de la gravité, mais pour écrire les lois de la gravité, il a besoin d'inventer les dérivées et les intégrales, parce que les lois de la gravité, il y a une accélération, mais en fait, on ne peut pas quantifier une accélération si on n'a pas inventé le concept de dérivée. Et cette histoire-là, elle est toujours en vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on invente des outils mathématiques qui vont nous permettre de modéliser le monde de manière de plus en plus fine, de plus en plus riche, et qui aussi vont augmenter notre capacité intuitive à le comprendre, à mettre des mots et des intuitions et des images sur des choses qu'on perçoit confusément. Vous dites que changer notre façon de voir le monde, c'est possible grâce à l'aventure mathématique. Oui, et on l'a tous fait. En travaillant sur le livre, je suis tombé sur une interview d'un mathématicien français qui s'appelle Pierre Cartier, qui racontait que quand il était étudiant et qui donnait des premiers cours dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, les nombres négatifs, à l'époque, étaient perçus dans beaucoup de franges de la population comme un concept abstrait, bizarre, un peu frauduleux, un peu suspect, pas du tout un truc naturel, pas du tout un truc qui existe. On sait que la démocratisation des comptes en banque est passée par là, on a tous une perception charnelle de ce que c'est qu'un nombre négatif, mais ce n'était pas le cas il y a 100 ans. Il y a 100 ans, c'était abstrait. Et cette graduelle transformation de l'être humain entier, y compris de ceux qui sont convaincus qu'ils ne comprennent rien aux maths. Il y a cette fameuse déclaration d'un ancien ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Luc Ferry, qui est censé avoir étudié la philosophie et qui dit les mathématiques ne servent à rien dans la vie de tous les jours. Moi-même, je n'ai jamais utilisé les mathématiques hors de l'école. Mais quand il faisait le budget de l'Éducation nationale, il y avait des nombres dedans. Ces nombres, ce n'est pas des choses qu'on avait avant que des gens les inventent. Donc on a une démarche systématique d'augmentation de l'outillage conceptuel et de l'intuition humaine en parallèle. Oui, c'est ça, dans votre livre, il y a cette chose qui ressort, qui est le fil rouge de votre écriture et de votre démarche, c'est que les mathématiques, c'est cette expérience intime du quotidien. C'est ce que vous dites aussi dans les expériences et les exemples que vous êtes en train de citer. Ouais, une façon de le reformuler, je trouve que c'est une bonne formule, je ne l'ai pas mise dans le livre parce elle m'est venue plus récemment, mais c'est que les mathématiques qui réussissent, c'est celles dont on oublie la présence. Et ce qui permet à Luc Ferry de dire que les mathématiques ne servent à rien, c'est qu'il a tellement compris les nombres, positifs et négatifs, que ça lui paraît être des objets qui existent, par opposition aux mathématiques qu'il ne comprend pas, qui lui paraissent des trucs complètement gratuits qui ne servent à rien. Et ça fait un lien immédiatement avec l'un des enjeux de l'enseignement des maths. La réalité, c'est que les maths, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, parce que quand on fait des maths, on se confronte à ce qui est pour nous impensable, invisible, inconceptualisable, mais la confrontation avec les mathématiques, si on ne baisse pas la garde, si on se confronte, si on ne lâche pas prise, elle nous fait progresser. C'est pas qu'il faut être très intelligent pour faire des maths, c'est qu'il faut être tenace et pas avoir peur. Et ça rend intelligent. Et ça change tout. Donc une manière de réinterpréter la phrase de Luc Ferry qui dit les mathématiques, ça ne sert à rien dans l'école, c'est aussi absurde que de dire le sport, ça ne sert à rien, les haltères, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai jamais utilisé des haltères hors d'une salle de musculation. Et c'est là où on comprend l'absurdité. Le but de faire des haltères, c'est de se muscler. Et mieux vaut avoir plus de muscles que pas du tout de muscles. Il ne faut pas forcément en avoir le plus possible, mais au moins en avoir un nombre minimum. Et les maths nous font progresser intellectuellement. Et ça continue toute la vie, en fait. Mais il y a quand même ce cliché qu'il y aurait des cerveaux qui sont plus faits pour les maths et des cerveaux qui sont plus littéraires. Ça, vous en pensez quoi par rapport à cet a priori qui est quand même très très répandu aussi dans l'éducation nationale? Oui, donc je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'une part un fantasme que les mathématiques seraient quelque chose de génétique. Et pour être complètement honnête, moi, quand j'avais 20 ans, je croyais que j'étais génétiquement supérieur en maths parce que j'étais super bon en maths. Tout le monde m'avait expliqué que c'était génétique, donc je croyais que j'avais un don de Dieu, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Et graduellement, je me suis rendu compte que cette histoire, elle ne tenait pas debout. Parce que les écarts génétiques entre les gens, c'est jamais aussi grand que les écarts qu'on voit en maths. Prenez le type qui court le 100 mètres le plus rapidement au monde, je crois que c'est 9,58.
Prenez quelqu'un qui est vraiment nul en 100 mètres, il va peut-être être 3 fois plus lent, peut-être 30 secondes, mais il ne va pas être 1 million de fois plus lent. Et en maths, on a vraiment un fossé de ce type-là. Il n'y a aucune dimension cognitive, brute, qui a des écarts de ce type-là. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'écart biologique. Il y en a sans doute, comme pour tout, on sait bien, mais pas de cette ampleur-là. La seule explication possible, c'est que pour comprendre les maths, il faut avoir une sorte de démarche dans sa tête. Il faut faire des gestes invisibles dans sa tête. Et tous les gens que je connais qui sont bons en maths, quand je leur dis « mais quand tu fais des maths, tu fais des gestes dans ta tête », ils disent « bah oui, bien sûr ». Et quand je dis ça à des gens qui se croyaient nuls en maths, ils disent « ah bon, c'est ça qu'il fallait faire, mais personne ne me l'avait dit ». Comme ça se passe dans notre tête, on n'a pas les mots pour le dire, on n'a pas l'habitude de le dire, et donc ça devient un truc magique. Donc ça, c'est le premier malentendu. Le deuxième, c'est de séparer la culture littéraire de la culture scientifique, ce qui est un drame très présent dans la culture française. Je vous rappelle que beaucoup des grands écrivains français ont été des gens qui se sont confrontés aux mathématiques dans leur vie. Il y en a un bon paquet quand même. Sur ce que vous dites de l'expérience et de l'exercice des mathématiques, vous dites souvent qu'une des clés pour comprendre les mathématiques, c'est oser dire « je ne comprends pas ». Et qu'en tant qu'adulte, on a souvent peur justement de faire face à de l'incompréhension. L'enjeu des maths, c'est l'enjeu de la compréhension humaine. Faire des maths, c'est se confronter à des choses qu'on ne comprend pas pour graduellement devenir capable de le comprendre. Ça veut vraiment dire modifier nos structures cérébrales. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Je ne suis pas neurologue, mais l'expérience est clairement une expérience de type de celle de la plasticité mentale. Et on n'a pas tendance à penser comme ça. On a tendance à croire qu'on a reçu à la naissance ou par notre milieu social une certaine quantité d'intelligence et qu'on ne peut rien y faire. L'expérience intérieure, et c'est le point commun des récits de beaucoup de grands mathématiciens de l'histoire, à commencer par Descartes. Descartes écrit « Je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai juste une méthode qui m'a permis d'être meilleur que tout le monde. » Et cette idée qu'il y aurait une méthode pour devenir intelligent, aujourd'hui on trouve ça démagogique. Or, c'est littéralement ce que Descartes écrit dans le discours de la méthode. Il raconte cette expérience de transformation personnelle. C'est le doute. C'est le doute. Le doute, ça veut dire regarder à l'endroit où vous ne comprenez pas sans partir en courant, parce que c'est en essayant de bien regarder pourquoi vous ne comprenez pas, que vous voyez qu'il y avait un truc que vous pensiez de travers, il y avait une représentation mentale qui était fausse, que vous allez la corriger. C'est exactement comme ça qu'on apprend. Le réflexe des gens face aux maths, surtout une fois qu'on leur a dit que c'était tout génétique et qu'ils ne pouvaient rien, c'est qu'ils ne comprennent pas, ils partent en courant. Et on les comprend, c'est le réflexe qu'on a, mais il faut lutter contre ce réflexe. C'est comme un enfant qui essaierait d'apprendre à marcher, qui tombe et qui se dit « Ah ben non, je ne sais pas marcher, je suis génétiquement inférieur, donc je ne vais pas essayer ». On sait très bien qu'on ne peut pas apprendre à marcher sans se casser la gueule. En maths, c'est pareil. Tous les matheux, y compris vraiment les plus grands génies de l'histoire, ont écrit qu'au début, ils n'y comprenaient rien. C'est juste qu'ils n'ont pas lâché prise. Comme l'apprentissage d'une langue aussi. Exactement. En fait, c'est ça les apprentissages. Apprendre, c'est s'imprégner de quelque chose pour que ça nous modifie intérieurement. Mais pour le faire, il faut se confronter avec un objet. Donc, quand c'est dans le monde physique, si vous voulez apprendre à faire du vélo, tout le monde comprend qu'il faut monter sur le vélo et tout le monde comprend que le vélo, il est là devant vous. Le problème avec les maths, c'est que ce n'est pas des objets physiques, c'est des abstractions qui sont dans votre tête. Donc, il faut que vous les mainteniez présents à votre esprit. Il faut que vous essayiez de les imaginer et vous n'y arrivez pas et ça vous fait mal. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut accepter de regarder un truc qu'on n'arrive pas à visualiser. Alors on parle de l'incertitude des mathématiques face aux incertitudes de notre temps, ou même à une échelle plus intime. Et je voulais aussi vous faire réagir, parce que dans ce questionnaire et maintenant, il y avait aussi une question, franchement, avec tout ce qui nous tombe dessus, j'ai tendance à plus, et ils sont 35 000 à avoir répondu « j'ai tendance à plus psychoter », bien avant l'idée d'économiser, de picoler ou de bosser. Ce qui ressort, c'est donc le sentiment de n'avoir aucune prise sur les événements. Et ça, je me demandais, vous, en tant que mathématicien, comment vous pouvez regarder cette réponse-là? C'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une envie de comprendre. En fait, ça fait écho à la question précédente pour moi. Si vous voulez comprendre ce qu'il faut faire pour progresser en mathématiques, il faut faire à peu près la même chose
que quand vous avez un énorme problème dans la vie et que vous vous couchez le soir et que vous ressassez le truc, vous essayez de faire tourner, vous jouez au Lego dans votre tête, quoi. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes engueulé avec quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi. Vous voyez, ce truc, vous cherchez la solution comme un espèce de casse-tête qui vous énerve, en fait, qui vous empêche de dormir. Si vous acceptez de faire ça vis-à-vis de votre propre incompréhension, pourquoi je ne comprends pas ça, pourquoi ça me paraît absurde, pourquoi j'ai rien compris et pourquoi je n'ai pas osé dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir l'impression qu'on n'a rien compris? Ça veut dire qu'il y a une manière de comprendre qui nous dit A et il y a la réponse officielle qui nous dit B, donc il y a un disconnect, donc il faut regarder, quoi. Et je pense que c'est ça que les gens répondent quand ils disent psychoté. Moi, ce que je comprends, c'est que face à un monde dont on comprend qu'il ne pourra pas être comme ce qu'on a vécu jusqu'ici, on est en situation de stress cognitif, on cherche des solutions, on ne les a pas, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est de les chercher, et on va en trouver. Ce qui est sûr, c'est que le futur, il va arriver, et on ne va pas tous mourir demain, donc il va bien se passer des choses. Donc rien qu'essayer de comprendre ce qui va se passer, aujourd'hui, ça suppose beaucoup d'imagination. Alors, il y a une anecdote, ça me fait penser à ça, hein. Il y a une anecdote dans votre livre que j'aime beaucoup. Vous racontez que très tôt, dès l'école maternelle, vous avez dû porter des lunettes parce que vous étiez myope. Dans votre imaginaire de petit enfant, vous croyez que la myopie était la première étape avant de devenir aveugle. Et vous racontez donc que vous vous déplacez les yeux fermés pour vous entraîner en prévision du jour où vous seriez aveugle, et vous écrivez « C'est ainsi que j'ai commencé à développer ma capacité de visualisation géométrique ». Alors, ce que je trouve très beau dans cette expérience et cette anecdote, c'est que les mathématiques, la géométrie servent à avancer à l'aveugle, d'une certaine façon. Ouais, ou même dans l'autre sens, avancer en aveugle, rend bon en géométrie. Alors je vous rassure, maintenant j'ai des lentilles de contact, donc j'ai plus les gros carreaux très épais que j'avais avant. Ouais, en fait, c'est une histoire en deux temps. Ça, c'est donc une chose à laquelle je jouais dans mon enfance, qui n'était pas transmise par ma culture. Je ne crois pas que c'est une question de milieu social et maths. Évidemment qu'il y a des avantages sociaux dans certains milieux, mais c'est avant tout une expérience intérieure. Il se trouve que j'ai joué à un jeu de ma propre initiative pour des raisons un peu débiles, mais qui étaient les miennes. Deuxièmement, il y a une affaire de ténacité. Troisièmement, c'est un jeu, c'est totalement déconnecté de tout enjeu scolaire. Jamais de la vie, quand j'étais un petit enfant, je croyais que m'amuser à mémoriser les meubles et à me déplacer dans mon appartement les yeux fermés allait me rendre bon en géométrie. Jamais j'y ai pensé ça. C'était pas pensable. Quelques années plus tard, quand j'étais au lycée, on a fait ce qu'on appelle la géométrie dans l'espace, en 3 dimensions. Et j'avais un très bon copain, mon meilleur ami, qui s'appelait Fabrice, qui comprenait rien à la géométrie dans l'espace. Il était tétanisé. Et moi, je suivais les cours de géométrie dans l'espace et je ne comprenais pas pourquoi on posait les questions, parce que tout était évident. Parce qu'en fait, j'avais tellement fait travailler ma capacité de visualisation. Donc il y a un exercice que je sais faire, je ne sais pas si vous le savez le faire. Imaginez que vous êtes là dans le coin en haut, à droite, et que vous nous regardez. Est-ce que vous arrivez à nous voir tous les trois sur la scène, avec les meubles et tout? Ça, j'ai appris à le faire, en fait. Et quand on sait faire ça, la géométrie dans l'espace de lycée, c'est juste évident, en fait. Tout est évident. Mais ça s'entraîne. C'est une façon, donc vraiment, les mathématiques, une façon de s'approprier le monde, de prendre place au monde. Ouais, c'est un développement de notre système perceptif. C'est-à-dire qu'on va percevoir, comme si vous voyez, mais là, vous voyez combien de doigts? 3. Ouais. J'ai un enfant, au début, il n'arrivait pas à compter les doigts comme ça. Ça paraît évident. C'est votre système perceptif réellement qui a été éduqué à associer ça à 3. Et c'est totalement évident, vous ne pouvez plus le désapprendre. Mais ce que vous avez fait là sur le nombre 3, qui vous paraît une évidence, qui pourtant n'était pas, il y a 100 000 ans, ça n'allait pas de soi. Vous pouvez le faire sur beaucoup d'autres choses. Et vous pouvez voir le monde avec une grille perceptive, et pas juste intellectuelle, vraiment perceptive. Je donne un autre exemple. Les inégalités, qui était un des sujets, je crois, dans les préoccupations des gens, à juste titre. Depuis que je vois que la loi de distribution des inégalités de patrimoine, c'est une loi de Pareto, c'est le même genre de distribution que la fréquence des mots dans la langue, la fréquence des prénoms, la taille des populations des villes ou la taille des astéroïdes, ça dit des choses super importantes. Et ça paraît évident intuitivement une fois qu'on a compris ça. Mais je suis sûr que là, dans la salle, pas tout le monde ne sait ce que c'est qu'une distribution de Pareto. Mais en fait, quand vous vous mettez à voir ce genre de choses, ça éduque votre regard sur le monde. Par exemple, une distribution de Pareto vous prouve de façon évidente que ça ne peut pas être proportionnel au mérite, le patrimoine.
parce que le mérite ne peut pas être distribué sur une distribution de Pareto. Mais ça, je ne fais même pas du raisonnement quand je fais ça. C'est réellement ma façon de lire le quotidien qui est augmentée par des tas d'outils mathématiques qui me sont devenus aussi évidents que 2 + 2 = 4. Et c'est possible. Alors, le festival est maintenant, c'est un festival des idées de demain, mais on est aussi là pour penser à des pensées, pour nous permettre d'agir. Et à ce propos, Tanguy de Wolf, vous aviez des questions également à poser à David Bessis. En effet, ouais. Face aux guerres et aux tensions à l'échelle internationale, face à un avenir incertain, le développement et la démocratisation de la connaissance mathématique peuvent-ils être un nouvel horizon d'attente permettant de rassembler l'humanité autour d'un projet commun, inclusif et innovant? Oui. Oui, avec toutes les réserves qu'il faut. C'est-à-dire que ça ne va pas arriver avec juste une solution. Par contre, et je reviens aux fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, les nombres. On n'aurait pas les nombres. Comment on pourrait discuter, comment on pourrait voter un budget au passé de 49.3, mais bon, peu importe. Mais on ne pourrait même pas avoir de discussion sur ces sujets. En science, il y a des polémiques, mais des scientifiques à différents endroits de la Terre, de différentes cultures, ont quand même un socle de communication qui est meilleur que je ne sais pas, sans vouloir être méchant, mais des astrologues. C'est-à-dire que le fait de se placer dans un cadre où il y a un effort de clarification de la verbalisation, de conceptualisation, de quantification, des outils conceptuels pour aborder les choses, nous donne une chance de dialogue sur les sujets qui dépassent le quotidien. Parce que les problèmes auxquels on est confronté, c'est des problèmes très très grands, à des très grandes échelles. Et on n'a pas vraiment d'intuition forte sur ce qui se passe quand il y a 8 milliards de personnes sur une planète. Donc sans mathématiques, on a juste 0 chance. On ne pourrait même pas parler du problème du climat parce qu'on ne pourrait même pas modéliser le climat. Merci. Et il existe aussi de nombreux exemples de brillants mathématiciens très engagés en politique, notamment en France sous la Troisième République, avec des personnalités comme Émile Borel ou Paul Painlevé. Pensez-vous que les mathématiciens puissent mieux faire face aux incertitudes de notre temps par l'action politique? Et dans quelle mesure les derniers apports de la recherche mathématique pourraient améliorer l'action publique en des temps incertains? Alors, je ne crois pas que la recherche mathématique puisse avoir un impact en temps réel sur les choix politiques. Je ne crois pas à une technocratie mathématique. Je ne crois pas qu'être super bon en maths donne une légitimité. Par contre, je pense que l'illettrisme mathématique est un réel problème pour les personnes en position de responsabilité. C'est-à-dire que je suis étonné, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure de cet ancien ministre de l'Éducation nationale, que, outre les questions de goût personnel que chacun est libre d'avoir, mais ne pas admettre que l'enjeu de mathématisation du monde est au cœur de l'enjeu de civilisation, c'est, je pense, être vraiment aveugle, et je trouve ça inquiétant. Je pense que c'est une forme d'obscurantisme qui, hélas, est assez répandue quand même. Et comment créer un système évitant l'illettrisme mathématique au poste de responsabilité? Quelles seraient des caractéristiques de ce système, selon vous? C'est une question très dure. C'est des changements culturels très longs, très profonds. J'espère qu'on y contribue, par exemple, ici, et ça ne va pas se régler demain. Mais c'est un enjeu important, et il ne faut pas avoir honte. Donc là, c'est le côté mathematical pride qui va s'exprimer. Il ne faut pas avoir honte d'aimer les maths, d'être bon en maths. Il y a un truc un peu intimidant dans la société française où c'est un peu ringard, les maths, etc. Il faut vraiment se battre contre ça. C'est juste grotesque, quoi, de penser ce genre de choses. Pour finir, pour les personnes qui pourraient être intimidées par les mathématiques, qu'est-ce que, pour revenir là à une échelle peut-être plus intime, on parle de politique et de grands enjeux, mais pour revenir à une échelle plus intime pour finir cette discussion, quels conseils vous pourriez donner à moi, à toute personne dans ce public pour utiliser les maths ou pour dépasser cette peur afin de peut-être mieux prendre place dans le monde grâce aux mathématiques? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de lire mon livre, évidemment, mais vous l'avez déjà lu, Natacha, donc je ne vais pas vous le donner. C'est vraiment d'être sincère, c'est-à-dire d'être capable et de prendre le réflexe de jamais faire semblant de ne pas comprendre et de toujours essayer, même pour vous, même avec une semaine de retard, de mettre des mots sur l'endroit que vous ne compreniez pas et qu'est-ce que vous ne compreniez pas, et oser après le dire aux autres. C'est vraiment la clé.
Le je ne sais pas comme un tremplin à la connaissance. Écoutez, merci beaucoup David Bessis, merci Tanguy Devolve pour cet entretien. J'ai trouvé ça passionnant et en effet, je recommande à toutes et tous cet ouvrage qui est en effet accessible et qui n'est pas un livre d'experts et qui vous donne envie de faire des mathématiques. Merci. Merci.